Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le marché des fonds prêtables suivant la théorie classique. Pour cela, nous allons poser d'abord une première hypothèse, selon laquelle G, donc les dépenses de l'État, sont égales à ses recettes et sont égales à 0. Cela signifie que le revenu disponible des ménages, c'est égal au revenu de la nation, soit Y. Cette première hypothèse nous permet d'exclure tout de suite l'État et de nous faciliter un petit peu la tâche pour ses débuts. Ensuite, on sait que les entreprises vont produire Y, la richesse du pays. Y, c'est également égal au revenu des ménages, puisque le revenu disponible est égal à Y. Et le revenu des ménages, c'est distribué sous forme de salaire ou sous forme de profit. Les ménages, quand ils reçoivent ces revenus, ont deux choix. Ils peuvent soit choisir de consommer, soit choisir d'épargner. C'est leur premier choix qu'ils ont à faire. Ils ont ensuite un deuxième choix à faire au niveau de l'épargne. Est-ce que cette épargne, ils vont la placer, c'est-à-dire la prêter à quelqu'un pour en retirer des bénéfices plus tard, soit la thésauriser, c'est-à-dire la garder sous forme de monnaie chez eux dans un coffre-fort ou sur un compte bancaire, mais sans revenu, c'est-à-dire que l'argent reste le même. Les classiques ont posé deux hypothèses pour régler ces deux arbitrages différents. Pour le premier arbitrage, à savoir choisir entre consommation et épargne, les classiques pensent que l'arbitrage entre C et S dépend de R, du taux d'intérêt nominal. Dépend de R. Voilà, on verra comment R est déterminé plus tard. Pour le deuxième arbitrage, entre placer l'épargne ou la thésauriser, eh bien, les classiques estiment que l'épargne thésaurisée, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rationnel de thésauriser son épargne. Si on a le choix entre garder de l'argent ou le placer pour gagner de l'argent plus tard, eh bien, il vaut mieux donner son argent à quelqu'un pour en recevoir des bénéfices plus tard plutôt que de le garder et que l'argent perde peut-être même de sa valeur à cause de l'inflation. Ce n'est donc pas rationnel de thésauriser, il n'y a donc pas d'épargne thésaurisée puisqu'on rappelle que toutes les personnes sont parfaitement rationnelles dans ce modèle. On a donc ESC, c'est l'offre de fonds S, l'épargne, c'est l'offre de fonds prêtables de l'économie. Avec ça, on peut déterminer la forme de deux fonctions. La fonction d'épargne, qui est égale à S, qui dépend de Y, de la variable Y, donc du revenu, et de la variable R, le taux d'intérêt. Et avec ça, ces dérivés, c'est la dérivée de S par rapport au revenu supérieure à 0, et la dérivée de S, donc de l'épargne, par rapport au taux d'intérêt, supérieure à 0 aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Y augmente, S augmente, si Y baisse, l'épargne baisse, et pareil pour le taux d'intérêt, si le taux d'intérêt augmente, S augmente, si le taux d'intérêt baisse, S baisse. C'est-à-dire que les gens, plus le taux d'intérêt est élevé, plus ils vont épargner, et plus leur revenu est élevé, plus ils vont épargner aussi. On a également une deuxième fonction, la fonction C de consommation, qui est C, qui dépend toujours de la variable Y et de la variable taux d'intérêt, excusez-moi. Donc, la consommation par rapport à Y, c'est toujours supérieur à 0. Donc, si on a plus de revenus, on va plus consommer automatiquement. Et à l'inverse de l'épargne, plus le taux d'intérêt est élevé, moins on va consommer parce qu'on va préférer épargner. Donc, D2C sur D2R, c'est inférieur à 0. Ça signifie que si on a un taux d'intérêt élevé, on va préférer épargner que consommer. Et si le taux d'intérêt est faible, on va préférer consommer plutôt qu'épargner. C'est un arbitrage entre le présent et le futur. Donc voilà le comportement de ces deux fonctions. Il est très important de bien retenir les variables dont dépendent les fonctions, parce que ça permet d'éviter des erreurs telles que dire, eh bien, I a baissé parce que l'épargne a baissé, parce qu'on verra que I ne dépend pas de l'épargne, mais du taux d'intérêt. Et donc il faut bien comprendre et retenir de quelle variable une fonction dépend pour ne pas dire des erreurs qui peuvent sembler logiques, mais qui sont pourtant fausses. Donc, quand en microéconomie, on a une théorie du consommateur qui nous dit
que le consommateur va chercher à maximiser son utilité, à maximiser U. Donc, plus R est élevé, plus il va vouloir épargner. Logique, puisqu'il gagnera plus d'argent plus tard en épargnant plus et en consommant moins. On obtient donc le graphique suivant. Hop. Donc, en ordonnée, le taux d'intérêt, en abscisse l'épargne et le revenu. C'est l'offre, donc c'est croissant. Voilà. Donc là, on a l'épargne qui dépend de Y et de R. Toujours l'épargne maximum qu'on peut avoir. Donc là, c'est Y, c'est le revenu maximum. Voilà. Donc, on voit que plus R est élevé, plus les gens vont épargner. Maintenant, on va placer un taux d'intérêt à un niveau aléatoire, on va dire ici. On place ce taux d'intérêt là. Et donc, pour ce niveau de taux d'intérêt, eh bien, on a l'épargne qui se situe à ce niveau. Et la différence entre Y et l'épargne, eh bien, c'est la consommation, c'est la part de consommation. C'est-à-dire que toute la partie en jaune correspond à l'épargne, toute la partie en bleu correspond à la consommation. Et on a bien S plus C qui est égal à Y. La consommation plus l'épargne, ça fait bien le revenu national. On revient bien à notre égalité comptable. Maintenant, si on a une variation de R, eh bien, on se déplace le long de la courbe. C'est-à-dire que la courbe ne va pas se déplacer, c'est simplement notre curseur qui va se déplacer et qui va modifier nos données. Imaginons si le taux d'intérêt baisse et qu'il se trouve ici, eh bien on a l'épargne qui est réduite drastiquement, et à l'inverse, la consommation qui a augmenté. On retrouve bien ce qu'on a défini tout à l'heure avec nos dérivés. Plus R est petit, plus l'épargne est petite, plus R est grand, plus l'épargne est grande, et la consommation s'ajuste. A l'inverse, si on a une variation de Y, eh bien la courbe se déplace. C'est-à-dire que la courbe va pivoter vers la droite ou vers la gauche, suivant sa variation. Donc on a toujours R, S, Y. On a notre courbe de base ici. Et si jamais il y a une augmentation de Y, eh bien la courbe va se déplacer vers la droite. C'est-à-dire qu'avant on avait Y qui était à ce niveau. Avec l'augmentation de Y, il est passé à ce niveau. Et pour un même taux d'intérêt donné, imaginons R bar à ce niveau, avant on avait l'épargne qui était à ce niveau-là, désormais l'épargne est à un niveau plus élevé. Et la consommation est censée normalement avoir également augmenté puisque Y a augmenté. Donc c'est pas forcément très visible sur le graphique, mais la consommation a augmenté vu que Y a augmenté. Et on rappelle que la dérivée de Y, de la consommation par rapport à Y est positive. Donc quand Y augmente, la consommation et l'épargne augmentent. Très bien. Maintenant, voyons voir le choix d'investissement, comment est-ce que les entreprises décident d'investir ou non. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'investissement? L'investissement, ça peut prendre plusieurs formes. C'est acheter des équipements, des machines, des locaux, c'est investir pour le futur, pour avoir plus de productivité. Il faut faire une distinction entre le langage courant et le langage économique. Dans le langage courant, on va dire j'ai investi dans une maison, j'ai investi dans une voiture, mais en économie, on n'appelle pas ça de l'investissement, on appelle ça de la consommation. Les ménages n'investissent pas, il n'y a que les entreprises qui investissent. Les ménages consomment, les entreprises investissent. La décision d'investissement, elle est faite
en comparant le rendement anticipé de l'investissement, le petit E, et son coût de financement, R. On va comparer ces deux données. Qu'est-ce que c'est E? Eh bien, E, c'est tout simplement combien d'argent ça va me rapporter plus tard. C'est d'avoir investi, et R, c'est le coût que ça va me coûter par rapport au taux d'intérêt. Donc pour calculer E, on va comparer les dépenses courantes, à savoir l'investissement, et les coûts futurs. Et ça, on va le comparer avec les revenus futurs. Donc on compare les dépenses futures et présentes avec les revenus futurs, qui sont estimés évidemment. Et on estime, le modèle classique, normalement, pense que les gens, il n'y a pas d'illusion monétaire, donc ils savent presque exactement ce qui va se passer. On a donc les relations suivantes. Si jamais R est inférieur à E, c'est-à-dire que le coût est inférieur au rendement anticipé de l'investissement, eh bien, on va investir parce que chaque euro investi nous rapportera plus que ce qu'il coûte. C'est-à-dire que si le taux est à 10%, c'est-à-dire que pour chaque euro investi, eh bien, on va gagner 10 centimes de plus que cet investissement. A l'inverse, si R est supérieur à E, donc si le coût est supérieur au rendement, eh bien on n'investit pas. Et ça, c'est vrai, peu importe qu'on ait du capital ou non. Si on imagine que l'entreprise ne reverse pas tout au ménage, mais garde un peu pour investir, sa décision d'investir ne va pas dépendre est-ce que j'ai l'argent ou est-ce que je n'ai pas. Elle s'en fiche parce qu'elle peut emprunter, et on estime qu'elle peut emprunter des montants infinis. Il n'y a pas de plafond. Donc l'entreprise va simplement regarder est-ce que ça va être rentable ou pas d'investir, et elle ne va pas regarder est-ce que j'ai assez ou pas. Imaginons qu'elle possède 1000 euros sur son compte en banque, l'entreprise, et qu'elle décide qu'elle aimerait investir dans une machine qui coûte 600. On aurait tendance à se dire, bah oui, là l'entreprise va investir, elle a assez de capital. Mais si jamais le rendement anticipé, il est de 500, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Bah, on pourrait se dire, bah elle investit, elle a 600, elle a 1000 sur son compte, ça coûte 600, donc elle aura toujours de l'argent. Mais non, parce que l'entreprise ne raisonne pas comme ça, elle raisonne par rapport au rendement anticipé et au taux d'intérêt. Dans le cas présent, le E étant inférieur à R, eh ben, l'entreprise ne va pas décider d'investir parce que ça ne sera pas rentable pour elle. Elle s'en fiche de son capital, elle peut emprunter tout ce qu'elle veut, ça ne la concerne pas si R est supérieur à E. Elle ne va pas investir, elle ne va pas vouloir. On a donc la relation suivante. Si R est élevé, eh bien, le financement est onéreux, donc I va être faible. Parce que le nombre de projets rentables sera faible, évidemment. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Les projets pas très rentables, il y en a beaucoup. Les projets extrêmement rentables, il y en a beaucoup moins. Donc si plus le coût augmente, moins le nombre de projets qui sera rentable par rapport à ce R seront nombreux. A l'inverse, si R est faible, si le taux d'intérêt est faible, eh bien le financement va être bon marché. Il va donc y avoir un grand nombre de projets qui peuvent être rentables. Il sera donc élevé. Cela nous amène à la relation suivante, à la relation de fonction suivante. On a I. L'investissement, c'est quoi? C'est une fonction qui dépend de la variable du taux d'intérêt avec sa dérivée par rapport à R qui est inférieure à 0. C'est-à-dire que quand R augmente, I baisse. C'est le comportement de la fonction I. Plaçons une hypothèse comme quoi E est exogène. C'est-à-dire que E ne dépend pas de notre modèle, l'entreprise ne peut pas agir dessus, E lui est imposé. Mathématiquement, on va écrire que la fonction I de R, c'est égal à I0 moins B fois R, avec I0 et B qui sont tous les deux supérieurs à 0. Alors, là c'est un peu compliqué, ça paraît un peu abstrait, mais en fait c'est assez simple. I0, ça prend en compte les taux de rendement anticipés par les entreprises. C'est-à-dire qu'une augmentation de E va entraîner une augmentation de I0. B
quant à lui, mesure la sensibilité de I au taux d'intérêt. C'est un peu l'élasticité, une mesure de l'élasticité par rapport au taux d'intérêt de l'investissement. Donc plus B va être élevé, plus cette élasticité va être forte. On obtient donc le graphique suivant. Hop. On a R, on a I. C'est décroissant sur R. L'investissement est décroissant sur R. Et donc, nous avons au point maximal I0. Nous avons ici la mesure de moins B, donc de l'élasticité par rapport au taux d'intérêt. On voit bien que plus B est élevé, plus ça va être vertical, donc plus ça va être inélastique. Et plus moins B est faible, plus on va se rapprocher de l'horizontale, donc plus ça va être élastique. Oui. Et maintenant, posons un taux d'intérêt ici. Pour ce niveau de taux d'intérêt là, nous avons cet investissement précis. Et ça, c'est valable pour n'importe quel niveau de R sur la courbe. Maintenant, on va mettre ensemble l'offre et la demande dans le graphique suivant. Avec R, en abscisse, on a S, l'épargne, le revenu Y, l'investissement. Nous avons l'offre de fonds prêtables ici. Nous avons la demande de fonds prêtables ici. Donc nous avons l'épargne qui dépend de Y qui dépend de R. Et ici nous avons I qui dépend que de R. Là, nous avons le revenu maximal, enfin le revenu de la nation, donc le revenu des ménages, puisqu'on avait estimé qu'il n'y avait pas d'État. Et on voit qu'on a un point d'équilibre au croisement des deux courbes, ce qui fait qu'on a un taux d'intérêt donné, R étoile, un taux d'intérêt d'équilibre, et à ce point-là, nous avons l'investissement, puisqu'on est bien sur la courbe d'investissement, donc on a bien l'investissement d'équilibre, et cet investissement, on voit qu'il est égal à l'épargne d'équilibre. Hein, on est bien, à ce point-là, on est bien au croisement entre la courbe d'investissement et la courbe d'épargne. Donc on a bien l'équilibre, et toujours, entre les deux, on a la consommation. Maintenant, encore une fois, comme pour le marché du travail, c'est par un certain jeu de tâtonnement. Si R est trop élevé, imaginons qu'il soit au niveau de la barre bleue, eh bien on voit qu'il y a moins de demandes d'investissement et beaucoup trop de demandes d'épargne. La demande d'investissement se situe ici, la demande d'épargne se situe là. Il y a trop d'épargne par rapport à l'investissement, ce n'est donc pas bon, il va donc y avoir une baisse du taux d'intérêt, histoire d'augmenter la demande d'investissement, de baisser la demande d'épargne jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre donné. Si jamais R', enfin R', donc un niveau de R est supérieur au taux d'intérêt d'équilibre, il y a un excès d'offre de fonds prêtables, les ménages voudraient placer un certain taux, un certain montant, mais les entreprises ne vont pas emprunter assez, donc ça va baisser. Si jamais il y a une augmentation des rendements anticipés des investissements, on va avoir un déplacement de I de R vers la droite. C'est-à-dire que si I0 augmente, eh bien la courbe va se déplacer vers la droite. Comme ceci. On aura cette nouvelle courbe. Cette nouvelle courbe avec une augmentation de l'investissement. Si jamais s'il y a une augmentation de Y, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un pivot de la droite d'épargne vers la droite,
ou vers la gauche si jamais Y baisse, avec une augmentation de l'investissement, de l'épargne et de la consommation qui va avec. J'y avais fait allusion tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'il faut faire attention. On aurait tendance à dire, avec l'égalité qui nous dit que I est égal à S, que si jamais nous avons une baisse de l'investissement, c'est parce que nous avons eu une baisse de l'épargne. Or, ça, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que I dépend de R, du taux d'intérêt. I ne dépend pas de l'épargne. La relation, elle est tout autre. On aboutit au même résultat, c'est-à-dire à ce que I et l'épargne aient baissé, mais pas de la même manière. Si I a baissé, c'est parce que le taux, l'épargne a augmenté, enfin le taux d'intérêt plutôt a augmenté, ce qui a fait augmenter l'épargne et ce qui les a fait se croiser. Il faut faire attention à ce que tout soit bien dans le bon sens.